Bonsoir à tous. À travers cette conférence de clôture, on a souhaité, en tant qu'organisateur, vous présenter cette conférence autour de l'heure numérique et essayer d'apporter des éléments de réponse à une question qui est comment prendre le train numérique et tirer profit de cette révolution digitale. Si on a choisi ce thème, c'est parce que c'est l'une des thématiques qui nous tient à cœur et qui a fait aussi l'une des motivations qui nous a poussé à organiser cet événement. L'objectif de cette conférence, c'est de vous présenter notre point de vue, notre vision de l'entreprise dans l'ère numérique. Et comme ce sujet est vaste, on va se focaliser sur les points qui nous semblent les plus décisifs, les plus prioritaires pour prendre ce virage. Le virage digital. Donc pour commencer, c'est quoi l'ère numérique? L'ère numérique, c'est l'ensemble des applications que vous voyez ici. C'est aussi représenté par ce qu'on appelle communément le GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ou encore Yahoo, Netflix, Twitter et bien d'autres. L'ère numérique, c'est aussi l'analytics, le social business, le cloud computing, le big data, la mobilité ou l'agilité. L'ère numérique, c'est notre présent et davantage notre avenir. L'ère numérique, c'est partout. On le retrouve en entreprise, dans notre vie privée, ou encore aussi à l'école, chez nos enfants. L'ère numérique a commencé depuis que finalement l'informatique n'était plus une transcription de nos tâches manuelles en logiciels automatisés. L'ère numérique, c'est depuis que l'informatique est devenue un levier de création de valeur, de business, et un vecteur de développement d'activité pour l'entreprise. À comparer avec les années 70 à 90, où finalement l'informatique était vue comme un levier de réduction de coûts pour les entreprises. L'ère numérique, c'est aussi le bouleversement de la balance économique et financière. Ici, deux exemples. Peugeot, plus de 100 ans d'existence, plus de 200 000 salariés, une capitalisation de 7,2 millions d'euros. WhatsApp, 4 ans d'existence, 55 salariés, une capitalisation de 22 milliards de dollars. Peugeot, 7,2 milliards. Comment? Milliards. Peugeot, c'est milliards, pardon. Ça accentue encore le... Comment ça change? Oui. Fausser les chiffres, ça va pas le Donc, faire. voici le nouvel ordre financier qu'introduit l'ère numérique. Le numérique, c'est aussi partout. Ici, on voit Google, qui, on le connaît surtout avec le moteur de recherche que nous connaissons tous. Mais Google, ça va du moteur de recherche jusqu'à récemment l'aérospace, avec le rachat de Titan Aerospace. Et d'ailleurs, il y a une publication du PDG d'Airbus qui essaie aujourd'hui de s'inspirer de la façon de travailler de Google. Donc ça va du moteur de recherche en passant par, en allant jusqu'à l'aérospace, en passant par l'automobile avec la Google Car, la voiture à zéro accident, la médecine avec le projet avec Calico ou Google X, ou encore dans les services avec notamment la banque en essayant donc, de proposer de nouvelles solutions de paiement, de gestion de budget, de solutions de conseil financiers. Il n'y a pas que Google, il y en a d'autres, il y a Amazon, il y a Apple, il y a aussi des exemples français, il y a PMU.fr qui sont finalement qui ont su tirer parti du numérique pour aller sur le terrain des paris sportifs. Il y a aussi les VTC parisiens, qui ont aussi, grâce au numérique, pu aller concurrencer les taxis parisiens. Et on connaît tous ce que cela a suscité comme tension chez les taxis. Oui, alors c'est vrai, nous vivons une nouvelle révolution où les entreprises doivent s'adapter dans ce nouveau contexte économique ou technologique. Et si les entreprises ne parviennent pas à s'adapter, à revoir leurs fondamentaux, elles risquent de rejoindre les rangs de sociétés comme Accor Hotel, La Redoute, Nokia.
Ces nouveaux acteurs du numérique ne vampirisent pas les entreprises dites traditionnelles. Elles inventent de nouvelles expériences utilisateurs, de nouveaux services, de nouveaux produits sur un nouveau mode de consommation. Donc finalement, quelles sont les nouvelles exigences auxquelles on est confronté dans l'ère numérique? On en a identifié 4. La réactivité, proposer des produits simples, faciles à comprendre par les utilisateurs, par les clients finaux, de qualité et innovant. Et ce n'est pas simple de concilier ces 4 éléments, sachant qu'on est en plus dans un environnement et un contexte économique et technologique complexe. Donc finalement, quelle est la réponse? Pour concilier ces 4 éléments, il y a un cadre qui a aujourd'hui fait ses preuves, c'est l'agilité, au sens des méthodes agiles. Et à travers cette journée, vous avez certainement pu entendre un certain nombre de thématiques où l'homme est finalement au centre de cet écosystème. Nous n'allons pas aujourd'hui, avec Anas, vous présenter en détail les pratiques de l'agilité, mais plutôt les valeurs essentielles qui donnent à l'agilité tout son sens. Donc, on retrouve 4 valeurs essentielles dans les entreprises dites traditionnelles. Tout contrôler par des indicateurs de performance, des systèmes de reporting, des normes, des procédures. Tout surveiller, donc les dépenses, les achats, le temps passé, les horaires. Tout centraliser, certains décident, les autres exécutent. Et le 4e point, c'est toujours à la recherche d'une uniformité, d'un conformisme, pour finalement permettre à ces entreprises de se repérer. Donc c'est plutôt suiveur que leader dans l'idée. Et loin d'en avoir pris toute la mesure, le management à la française pense le neuf avec le vieux et pratique sa vision du taylorisme à une société du savoir où l'information, enfin plutôt le contrôle de l'information, peut aboutir à des effets contre-productifs. Je pense à du désengagement, démotivation, stress, parfois la souffrance. Il y a un rapport d'ailleurs qui parle de ça, c'est le rapport Gallup 2013. Je vais vous donner quelques chiffres de l'année dernière. En France, il y a 9% des salariés qui sont engagés pour leur entreprise, c'est-à-dire prescripteurs des services de leur entreprise. 65% des salariés en France sont désengagés et 26% sont activement désengagés, c'est-à-dire qu'ils agissent contre l'entreprise. Ce rapport, vous trouverez les références sur Internet, pointe clairement les défaillances du management tel qu'on l'imagine dans les entreprises un peu traditionnelles. Vous ne travaillez pas pour votre chef, mais pour votre client. Aujourd'hui, il faudrait que chacun, à son niveau de l'entreprise, il soit capteur et diffuseur, parce que c'est au contact des frontières avec les clients, les partenaires, les concurrents et les fournisseurs que le changement et les problèmes qui en découlent sont sentis, surviennent et sont ressentis d'abord. L'objectif finalement est d'être plus réactif et de sortir de cette innovation ordinaire ou de ce manque d'innovation. Il ne s'agit pas tant de libérer les idées que de libérer le talent des gens pour libérer leur action afin d'améliorer la performance de l'entreprise. L'homme au centre, cela amène des changements dans le rapport avec l'échec, dans la recherche de compétences, au sens homme-clé. Le management doit donc effectuer une révolution s'il veut éviter une révolte ou une fuite des talents. Il en va de la survie de nos entreprises. Vous avez entendu pas mal d'exemples, je pense, aujourd'hui autour de Google. Je vais en citer un autre. Et si on regarde les 3 premières des 11 qualités que regarde Google chez un candidat, donc Google ne recherche pas des experts. Google recherche des gens qui ont un fort potentiel cognitif. Et là, on a oublié de passer le slide. Et là, vous avez la définition de ce que c'est qu'un cogniticien. Google recherche des gens qui ont du cran. Tu rappelles la définition du cogniticien? Je vous laisse dire la définition.
Donc finalement, c'est une personne qui sait concilier les sciences techniques et les sciences humaines. Parce que quand Google aussi parle du fait qu'on ne cherche pas forcément des gens, on cherche des gens à fort potentiel cognitif, ou on ne cherche pas des experts ou des gens qui ont du cran, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'information, elle est facilement accessible. C'est qu'on va plutôt chercher des gens qui ont la capacité d'assembler un ensemble d'informations pour essayer d'en tirer profit, que des gens qui ont une expertise et des connaissances bien approfondies dans un domaine. Je pense que l'information aujourd'hui, on la trouve au bout de quelques secondes en allant sur Google. La motivation est naturelle. On ne décrète pas un état de motivation. Par contre, on peut créer un climat, un contexte favorable. Et si vous voulez de l'engagement, faites confiance à vos salariés, donnez-leur des responsabilités. Vous avez chacun pu constater qu'en situation d'autonomie et de responsabilité, la motivation, finalement, elle est intrinsèque. Elle est haute, longue, intense. Et pour développer l'autonomie et ce mode d'organisation, il faut avoir l'envie de faire quelque chose qui nous dépasse au service de quelque chose qui compte. Et ça, les grands acteurs du numérique l'ont bien compris. Donc en mettant l'homme au centre, en parlant d'agilité, en parlant d'autonomie, de responsabilité, on touche finalement à un changement profond de valeur, où le changement lui-même est une valeur et une variable de survie. Et cela, bien sûr, doit être porté par une vision d'entreprise. Et le rôle du management, une vision d'entreprise où l'homme et le client sont au centre, et le rôle du management est de, finalement, communiquer sur cette vision, jusqu'à ce que cette vision passe du slogan à une réalité. C'est l'histoire, par exemple, du PDG de Chronoflex, Alexandre Gérard, un PDG pas comme les autres, qui a subi la crise du BTP il y a quelques années, et sa société donc, était au bord de la faillite. Là, il a eu un déclic qui va à la rencontre de ses employés en leur expliquant qu'il ne prendra plus jamais de décision business. C'était désormais à eux de faire leurs propres choix, de faire les choix tout simplement. Et grâce à cette transformation, cette entreprise a réussi à renouer avec la croissance. Et il résumait son rôle en 3 points: rappeler la vision et rappeler la vision. Donc l'essentiel, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour prendre ce virage numérique? La première chose, c'est le centre client, le client au centre. On parle aussi d'obsession client. Finalement, c'est pour dire qu'il faudrait que le client soit au centre de la stratégie de l'entreprise, et même, pourquoi pas, du système d'information. On a toujours dit que le client est roi. On a toujours, je pense, pour les entreprises ont toujours mis le client au centre de leurs préoccupations. Mais qu'est-ce qui est nouveau? La question fondamentale qui se pose, en fait, face à l'accélération des changements comportementaux des clients, c'est celle de la capacité de nos entreprises à adapter leur business model, adapter efficacement leur business model, quand bien même l'évolution aurait été anticipée. Chez Leclerc, ils sont restés le cul par terre quand ils ont appris que lors de la dernière enquête Saatchi-Duke, Amazon était plus aimé et plus respecté que Leclerc en France, sachant que Leclerc développe une politique de proximité assez importante. Ça fait réfléchir. La proximité géographique peut servir comme un avantage concurrentiel pour des entreprises qui visent un marché local. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. C'est un peu l'exemple d'Amazon et de Leclerc. Donc il y a 4 éléments qui permettent à des exemples comme finalement Amazon, Google ou d'autres, où il y a ça en France, qui est une des références par rapport au customer centric. Il y a plusieurs éléments, je vais vous en citer 4. Donc bien sûr que le client doit résolument être au cœur de la réflexion d'entreprise, et cela à tout niveau. Donc ça ne doit pas être l'affaire de quelques-uns. Le digital impose aujourd'hui une transparence plus forte que jamais
vis-à-vis des clients. L'obsession de la mesure, et cela en excellence sur le data, ou les big data pour ceux qui ont beaucoup de données. Et pour finir, c'est co-construction. Co-construction avec le client final, ou avec les usagers. Et là, il y a un chiffre. 83% des innovations ont pour source un client ou un usager. Ce sont l'ensemble de ces éléments, et bien d'autres. Il y a aussi des méthodes qui émergent d'ailleurs du monde agile, comme le Lean Startup, qui permettent finalement à l'entreprise d'aller à la rencontre de ses clients. Et pour finir sur ce point, il y a la qualité aussi. Donc on est dans un environnement où les clients sont de plus en plus exigeants. Et parfois même on peut se poser la question s'il ne manque pas de patience. Et là, la qualité dans une démarche agile, c'est quelque chose qui est au centre. Ça veut dire qu'on peut déroger sur les délais, sur les budgets, sur le périmètre, mais jamais sur la qualité. Parce qu'aujourd'hui, le client, quand il rencontre un problème, je pense que dans les meilleurs des cas, il va prévenir le service de résiliation. Donc l'obsession qualité, finalement, ne se décrète pas. Elle doit être inscrite dans les gènes de l'équipe agile. Et bien évidemment, on revient au point de l'homme au centre. Cela repose sur des hommes. Le client au centre, ou encore l'obsession client, c'est bien de faire en sorte que toute l'entreprise pivote autour du besoin du client. Et donc la relation client ne doit plus être l'affaire de quelques-uns, mais l'affaire de tous. Et la comble, c'est que parfois dans certaines entreprises, lorsque le client veut signaler, vous voulez mettre un avis sur un service ou sur un produit, qu'il soit obligé d'appeler un call center ouvert 5 jours sur 7, de 9h à 17h, quand c'est pas sur un numéro payant. Mais les exemples sont nombreux de sociétés qui ont fait ce chemin-là. Je pense à AXA ou PMU, tu en parlais tout à l'heure. PMU, par exemple, ils ont refondu finalement leur organisation. Ils ont adopté une approche globale du changement. Et leur approche est aujourd'hui incontestablement porteuse, car elle s'appuie notamment sur le principe des équipes produits. Donc c'était l'objet de notre conférence ce matin, les équipes produits, parce qu'on est sur une implémentation justement dans notre cadre professionnel en équipe produit. Donc, rapidement, pour la faire courte, les principes de l'équipe produit, c'est bien de se focaliser sur un périmètre métier orienté client final, et en réalisant toutes les activités liées au produit dans cette même équipe. Donc le rêve, parce qu'on n'est pas encore là, ça serait d'avoir le support, le développement, la maintenance réalisée sur la même équipe, mais aussi le marketing, le business, l'innovation. Dans ce cas de figure, dans les équipes produits, la stabilité est un critère indispensable pour pouvoir capitaliser sur l'expertise métier. Et ce n'est qu'au bout d'un long processus, c'est ce qui est schématisé sur ce slide-là, un long processus sur le travail ensemble, que les équipes sont réellement en mesure de surperformer. Et pour reprendre l'exemple de Chronoflex, donc l'exemple qu'avait donné Loïc tout à l'heure sur la vision, finalement l'ambition d'Alexandre Gérard, quand il a adopté cette nouvelle posture vis-à-vis de l'entreprise, c'était finalement, avec ses mots, c'est transformer l'armada qui était Chronoflex en un ensemble de speedboats. Speedboats, c'est je pense qu'on est à Brest, ça doit parler à pas mal d'entre vous. Donc c'est des navires de guerre rapides, au lieu donc, qui sont plus réactifs, et c'est pour gagner en efficacité. Donc, la question aujourd'hui est comment les entreprises peuvent-elles rebondir face aux nouveaux acteurs du numérique? Alors ça peut être simplement sur la base d'un état d'esprit. Il y a beaucoup de signaux, et pas que des signaux faibles, qui nous font dire qu'il est urgent de s'adapter, de changer de posture, ou plutôt d'adopter à la fois une posture d'adaptation et d'anticipation. Et tous les espoirs sont permis, car de nombreuses entreprises ont aujourd'hui pris le leadership du changement, grâce à l'innovation, c'est sûr, mais aussi en faisant preuve d'audace et d'esprit entrepreneurial. On profite aussi de cette tribune pour dire que donc, notre entreprise est à notre image, comme nous sommes à l'image de notre entreprise. Le
Le changement commence par chacun d'entre nous, mais tous ensemble et chacun à son niveau. Qu'on soit un poste de dirigeant ou d'opérationnel, je pense que nous pouvons tous contribuer à faire en sorte à ce que notre entreprise prenne ce virage. Il faudrait briser l'échelle, se libérer de ces ancres qu'on s'est imposé, parce que le chemin de la créativité et de l'innovation passe par là. Et là, si je prends l'exemple, c'est juste pour... parce que je pense que vous avez vu aujourd'hui les ateliers donc, de Serious Game, finalement, comment concilier le jeu avec le sérieux. Et là, il y a l'exemple d'un écrivain de science-fiction qui s'appelle Isaac Asimov, auquel, dans les années 50, l'armée américaine avait fait appel pour qu'il participe avec ses équipes d'ingénieurs à l'élaboration d'un bouclier antimissile. Bon, il ne participa qu'à 3 séances, de peur que sa liberté d'expression soit limitée. Et à l'issue de cette expérience, il y a eu une publication des conseils qu'il donne pour faire émerger une idée géniale. Et parmi ces conseils, je vais vous en citer 3. Donc, rassembler des connaisseurs et des excentriques, créer une ambiance de travail ouverte aux réflexions stupides, cultiver l'enthousiasme et éliminer le sentiment de responsabilité. Il n'y a pas d'engagement dans cette démarche sans lâcher prise. Nous ne pouvons pas parler de nos entreprises sans parler de nos écoles ou de nos universités. C'est peut-être pas un hasard qu'on soit aujourd'hui dans les locaux de Numéo. Notre hypothèse est qu'il est indispensable de changer notre rapport par rapport à l'apprentissage. De faire en sorte de cultiver dès le plus jeune âge la créativité et la curiosité. Cela commence d'ailleurs, comme pour l'entreprise, par changer le rapport avec l'échec, c'est-à-dire en créant un climat suffisamment sécurisant où les erreurs sont permises. Et ça passe aussi, comme pour l'entreprise, par passer d'une école du comment à une école du pourquoi. Une école, finalement, où le professeur devient un guide pour les élèves et les accompagner dans la recherche de moyens pour s'améliorer et dans leur quête de vérité. L'éducation doit aussi encourager le parcours pluridisciplinaire comme l'entreprise et placer le numérique au cœur de l'école ou de l'entreprise, parce que le numérique aujourd'hui n'est pas qu'une affaire d'informaticien, c'est devenu finalement l'affaire de tous. Donc, dans le cadre de cette conférence, on a essayé de faire l'exercice de faire une projection de l'Agile Manifesto vers le milieu de l'éducation, et ça donne cette première ébauche. C'est l'ébauche de ce que pourrait être finalement l'éducation manifesto. Donc donner du sens plutôt que suivre un programme, la co-élaboration plutôt que l'instruction, des chercheurs de vérité plutôt que des têtes bien remplies, des politiciens plutôt que des experts, encouragement plutôt qu'évaluation. Et avant de vous quitter, juste 3 messages pour finir. Donc le changement c'est maintenant. Petits acteurs, mais grands contributeurs, la transformation numérique présente plus d'opportunités que de risques. Et merci pour votre attention. Merci. Il reste un peu de soupe, je crois, mais on est d'accord.